Ma femme a souri d'un air narquois et a dit « Je te quitte. J'ai trouvé quelqu'un de meilleur. » Elle a calmement prononcé le prénom d'Éric. Alors, je lui ai dit qu'il avait quelque chose d'important à lui expliquer. Quand Éric est entré dans la pièce, son visage s'est décomposé. Avec un sourire narquois, ma femme m'a dit « Je te quitte. J'ai enfin trouvé quelqu'un de mieux que toi. » J'ai répondu calmement « C'est Éric, n'est-ce pas? J'ai bien peur qu'il ait quelque chose à t'annoncer. » Éric est entré dans la cuisine et son sourire s'est instantanément figé. Mais voilà, je m'appelais Marc Renaud, j'avais 43 ans, et j'étais allongé sous mon vieux pick-up Peugeot garé dans notre allée, une scène digne d'une vieille chanson nostalgique. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. J'étais littéralement sous un camion pendant que mon mariage s'effondrait à cause d'un autre. J'avais des soupçons depuis des mois. Léa était distante, toujours apprêtée pour des événements professionnels qui semblaient avoir lieu un soir sur deux. Elle s'était mise à aller régulièrement à la salle de sport, acheter de nouveaux vêtements que je n'avais jamais vus, et passait des heures sur son téléphone avec ce stupide sourire secret plaqué sur le visage. Notre petite ville de Chênes-sur-Loire n'était pas exactement une métropole florissante, une population de 8000 habitants les bons jours, avec la moitié des usines fermées et l'autre moitié qui tenait à peine le coup. Tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, ce qui rendait presque impossible de garder des secrets, sauf, apparemment, si vous étiez ma femme. Je me suis glissé hors de dessous le pick-up, m'essuyant les mains sur un vieux chiffon. À travers la fenêtre, je pouvais voir Léa arpenter notre cuisine, tortillant ses cheveux blonds comme une adolescente. À 39 ans, elle était toujours magnifique. Peut-être trop belle pour un mécanicien couvert de cambouis comme moi. Du moins, selon son attitude récente. Tu es tellement plus captivant que lui, continuait-elle au téléphone. Marc rentre à la maison, boit de la bière et regarde la télévision. Au moins, toi, tu as de l'ambition. De l'ambition? Oui. Je gérais le garage Renault Auto depuis 15 ans. Je l'avais bâti à partir de rien après que ma carrière de boxeur s'était brisée en même temps que mon épaule, mais apparemment, réparer des moteurs et payer les factures d'électricité n'était pas assez ambitieux au goût de Léa. J'ai décidé de faire un peu de travail de détective moi-même. Léa laissait toujours sa tablette chargée dans le salon, et nous partagions le même compte Apple. Quelques pressions sur l'écran plus tard, j'avais tout ce que j'avais besoin de savoir. Éric Lemoine, 35 ans, travaillait dans la même agence immobilière que Léa. Un habitué de la salle de sport avec des cheveux parfaitement coiffés et un sourire qui criait « fils à papa ». Les messages entre eux étaient suffisamment intimes pour confirmer une relation inappropriée, accompagnée de photos que je ne voulais absolument pas voir. Mais le véritable coup de poignard fut le reçu que j'ai trouvé glissé dans le sac de Léa. L'Auberge du Lac, l'hôtel le plus chic de notre ville, chambre 237, débité 3 fois le mois dernier sur sa carte bancaire. La même carte bancaire que j'aidais à rembourser chaque mois avec mes revenus de mécanicien. J'aurais pu la confronter sur le champ. J'aurais pu hurler, jeter des objets, faire une scène comme n'importe quel mari normal l'aurait fait. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose qui aurait probablement dû m'inquiéter. J'ai commencé à planifier. Le lendemain soir, je me suis retrouvé à la taverne des Chênes, notre bar de quartier, où la bière était bon marché et la lumière assez tamisée pour cacher les déceptions de la vie. Éric était là, naturellement, célébrant probablement un autre après-midi réussi avec ma femme. Il était tout ce que je n'étais pas, grand, soigné, portant un polo qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en une semaine. Le genre de type qui n'avait jamais eu de cambouis sous les ongles ni donné un vrai coup de poing de sa vie. « Marc », s'est écrié Éric en m'apercevant. Tout n'était que fausse amitié. « Comment ça va, l'ami ?» L'ami. Ce mot avait un goût de poison dans l'air entre nous. « On ne peut pas se plaindre », ai-je répondu en m'installant sur le tabouret de bar à côté de lui. « Bien que j'ai entendu dire que tu as été très occupé ces derniers temps. » Son visage a été traversé par une lueur. De la culpabilité peut-être, ou de la peur, mais il s'est vite ressaisi, affichant ce sourire à 1 million d'euros. Tu sais ce que c'est. Le boulot me fait courir partout. J'imagine, oui. J'ai fait signe au barman de nous servir 2 bières. Et, tu te souviens quand on faisait des bras de fer au lycée? Tu disais toujours que tu me battrais un jour. Éric a ri, mais il y avait de la nervosité dans sa voix. C'était il y a 20 ans, Marc. Nous ne sommes plus des enfants. Allez,
ai-je insisté en remontant mes manches. Pour le bon vieux temps, à moins que tu ne craignes de te casser un ongle. Les clients du bar ont commencé à prêter attention. Dans une ville comme Chênes-sur-Loire, les distractions étaient rares, et un duel potentiel entre le mécanicien local et le séduisant agent immobilier était meilleur que n'importe quel match à la télé. Eric ne pouvait pas reculer sans passer pour un lâche. Alors, il a retroussé ses manches coûteuses et a posé son coude sur le comptoir usé. Sa main était douce, manucurée. La mienne était calleuse après des années de travail honnête. Prêt, ai-je demandé en serrant sa main. Le duel a duré environ 3 secondes. J'aurais pu y mettre fin immédiatement, mais je voulais envoyer un message. Je l'ai laissé lutter contre moi, lui faisant croire qu'il avait une chance. Puis, lentement, méthodiquement, j'ai pressé sa main vers le comptoir. Les tendons de son poignet ont commencé à se tendre, et j'ai vu la panique s'installer dans ses yeux. Attention, Eric, ai-je dit calmement pour que lui seul puisse m'entendre. Certaines choses que l'on saisit se brisent sous la pression. J'ai rabattu sa main d'un coup sec, assez fort pour faire trembler les bouteilles de bière. Eric a retiré sa main, fléchissant ses doigts et essayant de cacher sa grimace. Beau match, a-t-il marmonné, jetant un billet de 20 € sur le comptoir avant de se diriger vers la sortie. Je l'ai suivi sur le parking où sa BMW rutilante était garée sous le réverbère, comme un monument à tout ce qui ne tournait pas rond dans ce monde. Une fois qu'il fut parti, j'ai sorti mon couteau de poche et j'ai dégonflé ses 4 pneus. Madame Bailly, en face, promenait son chien et a tout vu. Elle m'a juste fait un signe de tête et a continué son chemin. À Chênes-sur-Loire, la loyauté signifiait encore quelque chose. Le lendemain matin, j'étais dans mon garage quand j'ai entendu les talons de Léa claquer sur le sol de la cuisine, à l'étage. Elle faisait ses valises. J'entendais les tiroirs claquer et les fermetures éclairs se fermer. C'était le moment. L'heure du spectacle. Je suis monté et je l'ai trouvée dans notre chambre, en train d'entasser des vêtements dans sa valise de marque. Elle m'a regardé avec un sourire narquois qui aurait pu couper du verre. Je m'en vais, Marc, a-t-elle annoncé comme si elle lisait un bulletin météo. J'ai enfin trouvé quelqu'un de meilleur que toi. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, m'essuyant les mains sur un chiffon d'atelier. Eric, n'est-ce pas? J'ai bien peur qu'il ait quelque chose à te dire. Son sourire confiant a légèrement vacillé. De quoi tu parles? Au lieu de répondre, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS rapide, viens à la maison tout de suite. Le visage de Léa est devenu livide. Marc, qu'est-ce que tu as fait? Rien pour l'instant, ai-je répondu calmement. Mais Eric et moi avons eu une conversation très intéressante hier soir après que tu t'es couché. C'était un mensonge, bien sûr, mais Eric ne le savait pas. Et quand mon message l'a menacé de révéler son implication à son patron, à sa femme et à la moitié de la ville, il est accouru comme un chien qu'on siffle. 5 minutes plus tard, Eric est apparu dans l'encadrement de la porte de notre cuisine, l'air de vouloir être n'importe où ailleurs sur terre. La mâchoire de Léa est tombée si vite que j'ai cru qu'elle allait se décrocher complètement. Surprise, ai-je dit, incapable de masquer ma satisfaction. Eric se tenait dans notre cuisine comme s'il avait vu un fantôme, tandis que le visage de Léa passait par environ 6 nuances de pâleur. La femme confiante qui faisait ses valises 2 minutes plus tôt avait disparu, remplacée par quelqu'un qui semblait sur le point de vomir sur notre linoléum. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Léa, mais sa voix a déraillé comme celle d'une adolescente. Je me suis approché de la cafetière et je me suis versé une tasse, en prenant mon temps. Autant les faire suer un peu. Eric a quelque chose à se libérer de la conscience. N'est-ce pas, Eric? La bouche d'Eric s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient en bataille, et il y avait des auréoles de sueur sous les aisselles de sa chemise de marque. Marc, je peux t'expliquer. Oh, je suis sûr que tu peux, les jeux interrompus. Mais voilà, Eric. Je sais déjà tout. Les chambres d'hôtel, les rendez-vous de l'après-midi, les petits mots que tu envoyais à ma femme. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu as cru que tu t'en sortirais comme ça. La valise de Léa est tombée par terre dans un bruit sourd. Tu nous as espionnés. J'ai ri, d'un rire sans joie. Espionné, ma chérie? Tu as laissé ta tablette ouverte sur le plan de travail de la cuisine avec tous tes messages affichés. Un aveugle aurait pu le deviner. La vérité était que je rassemblais des preuves depuis des semaines.
des captures d'écran, des reçus, et même un enregistrement vocal que j'avais fait de Léa parlant à Eric au téléphone pendant qu'elle me croyait endormie. J'avais appris il y a longtemps que dans ce genre de situation, l'information était l'arme la plus puissante. Écoute, Marc, a commencé Eric en essayant de retrouver son courage. Léa et moi. Nous n'avions pas prévu que ça arrive. C'est juste arrivé. J'ai posé ma tasse de café si violemment qu'ils ont tous les deux sursauté. Vous vous êtes juste croisés accidentellement à plusieurs reprises à l'auberge du lac. Le visage de Léa est devenu rouge de colère. Comment as-tu eu mon relevé de carte bancaire? Un coup de génie. La même carte bancaire que j'aidais à rembourser chaque mois. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire défiler les photos que j'avais prises. Chambre 237, 3 fois le mois dernier. Au fait, ils ont des caméras de sécurité dans le hall. Des images très nettes. C'était un autre mensonge, mais il n'en savait rien. Eric avait l'air sur le point de s'évanouir. Qu'est-ce que tu veux? A demandé Léa. Et pour la première fois depuis le début de tout ce gâchis, elle avait l'air effrayée. Ce que je veux, ai-je répété. Je veux que ma femme et son collègue comprennent que les actes ont des conséquences. Je veux qu'ils réalisent que le mari ennuyeux dont ils se moquaient n'est pas aussi naïf qu'ils le pensaient. Je me suis approché de la table de la cuisine et j'ai étalé des impressions de leurs SMS. Certains étaient si personnels que j'avais dû les relire à 2 fois pour croire que ma propre femme les avait écrits. Mon préféré, ai-je dit en pointant du doigt un échange particulièrement révélateur, c'est celui où tu disais à Eric que j'étais trop aveugle pour m'en rendre compte, même si tu laissais des indices partout. Celui-là m'a vraiment fait mal, Léa. Eric a tenté de se diriger vers la porte, mais je lui ai barré la route. Où vas-tu? Nous ne faisons que commencer. Marc, s'il te plaît, a dit Léa, et il y avait de vraies larmes dans ses yeux. On peut arranger ça. On peut faire une thérapie. Une thérapie? J'ai ri à nouveau. Tu veux faire une thérapie après cette relation inappropriée avec ton collègue pendant des mois? Après avoir utilisé mon argent pour payer des chambres d'hôtel, après lui avoir dit à quel point ton mari est pitoyable? J'ai sorti un autre document, un relevé bancaire montrant des retraits de notre compte joint. Savais-tu qu'Eric t'empruntait de l'argent, Léa? 2000 € le mois dernier seulement. Apparemment, sa brillante carrière dans l'immobilier ne se porte pas si bien. Léa s'est tournée vers Eric. Tu m'avais dit que tout allait bien pour toi. Tu as dit que tu gagnais un salaire à 6 chiffres. Le visage d'Eric est devenu écarlate. Tout va bien. C'était juste temporaire. Temporaire, les jeux coupés. D'après les registres publics que j'ai consultés, tu n'as pas conclu une seule vente depuis 3 mois. Tes paiements de voiture ont 2 mois de retard et tu es sur le point de te faire expulser de ton appartement. La tête que faisait Léa valait tout l'or du monde. Son chevalier blanc en armure étincelante s'avérait n'être qu'un bouffon du roi en papier d'aluminium. Tu m'as menti, a-t-elle dit à Eric, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure. Tout le monde ment, Léa, ai-je dit. La question est, qu'allons-nous faire maintenant? C'est à ce moment-là que ma fille Camille est entrée dans la cuisine. À 17 ans, elle avait mes cheveux sombres, le tempérament têtu de sa mère, et le sens parfait du timing d'une adolescente pour les moments dramatiques. Qu'est-ce qui se passe ici? A-t-elle demandé en nous regardant tous les trois. Et pourquoi Eric a l'air d'être sur le point de vomir? Léa s'est précipitée vers elle. Camille, ma chérie, va dans ta chambre. Les adultes doivent parler. Mais Camille était intelligente. Elle a regardé les papiers éparpillés sur la table, les yeux rouges de sa mère, l'expression coupable d'Eric. Oh mon Dieu, a-t-elle dit. Maman, tu trompes papa? Le silence qui a suivi était assourdissant. Léa a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Oui, ai-je dit calmement. C'est le cas. Le visage de Camille est passé par les mêmes couleurs que celui de sa mère, mais elle a fini par exprimer de la colère plutôt que de la peur. Comment as-tu pu faire ça à papa, à notre famille? C'est compliqué, a commencé Léa. Tu as une liaison, a hurlé Camille. Et toi? Elle s'est tournée vers Eric. Tu es dégoûtant. Elle a quitté la cuisine en trombe, et quelques secondes plus tard, nous avons entendu la porte de sa chambre claquer assez fort pour faire trembler les fenêtres. Regarde ce que tu as fait maintenant, m'a dit Léa. Ce que j'ai fait? Je n'en croyais pas mes oreilles.
Ce n'est pas moi qui ai détruit notre famille, Léa. Tout cela est entièrement de ta faute. Eric a enfin retrouvé l'usage de la parole. Je devrais peut-être y aller. Tu ne vas nulle part, ai-je dit. Pas avant qu'on ait réglé ça. Régler quoi, a demandé Léa. J'ai souri, mais ce n'était pas un sourire bienveillant. Eh bien, je suppose que vous avez des choix à faire. Vous pouvez tout avouer à tout le monde. À ton patron, à tes amis, à Camille, au conseiller d'orientation du lycée à qui tu as menti sur notre famille parfaite. Ou je peux le faire pour vous. Tu ne ferais pas ça, a soufflé Léa. Et c'est moi, ai-je dit. Je n'ai plus rien à perdre, grâce à toi. La cuisine est retombée dans le silence, à l'exception du ronronnement du réfrigérateur et du souffle paniqué d'Eric. Dehors, j'entendais le chien de Madame Bailly aboyer, probablement après un écureuil. La vie normale continuait pendant que la mienne s'effondrait. En fait, voilà le truc quand on touche le fond, cela vous donne une certaine liberté. Quand vous n'avez plus rien à perdre, vous pouvez vous permettre de jouer dur. Voici ce qui va se passer, ai-je dit d'une voix calme et posée. Vous allez vous asseoir tous les deux et écrire des aveux complets. Chaque détail, chaque mensonge, chaque chambre d'hôtel. Ensuite, vous déciderez de la façon dont vous voulez que cette histoire se termine. Et si on refuse, a demandé Eric, essayant de paraître fort mais échouant lamentablement. J'ai repris ma tasse de café et j'ai bu une gorgée lente. Alors je suppose que nous allons découvrir à quel point ce vieux mécanicien ennuyeux peut vraiment l'être. 2 jours plus tard, j'installais des tables pliantes dans mon jardin pour notre barbecue annuel de quartier. C'était une tradition que Léa avait lancée il y a 5 ans, sa façon d'exposer notre mariage parfait à toute la rue. L'ironie était délicieuse. Léa errait dans la maison comme un fantôme depuis notre confrontation dans la cuisine. Elle avait essayé de parler à Camille, mais notre fille ne voulait rien entendre. Elle avait essayé de me parler, mais je lui avais fait comprendre très clairement que le temps des discussions était révolu. Eric n'arrêtait pas d'appeler, mais Léa ne répondait pas. Tu n'es pas obligé de faire ça, a dit Léa en apportant un saladier de salade de pommes de terre dans le jardin. Ses mains tremblaient. Faire quoi, ai-je demandé en testant le projecteur que j'avais emprunté à mon ami Gérard à la salle de sport. Organiser un barbecue. C'est une tradition, Léa. Tu ne voudrais pas décevoir les voisins, n'est-ce pas? Elle a posé le saladier et m'a attrapé le bras. Marc, s'il te plaît. Je sais que j'ai merdé, mais c'est de la folie. Pense à Camille. Pense à ce que cela va lui faire. J'ai regardé ma femme. Je l'ai vraiment regardée, cette femme que j'avais épousée il y a 20 ans, qui avait promis de m'aimer et de m'honorer pour le meilleur et pour le pire. Elle était toujours belle, toujours cette fille qui riait à mes blagues nulles et me tenait la main pendant les funérailles de ma mère. Mais cette femme-là n'était plus là. À sa place se tenait une inconnue qui m'avait menti en face pendant des mois, qui avait dépensé notre argent dans des chambres d'hôtel avec un autre homme, qui avait prévu de me quitter pour quelqu'un de meilleur. J'ai pensé à Camille, ai-je dit en dégageant mon bras. J'ai pensé au fait qu'elle mérite de connaître la vérité sur sa mère. J'ai pensé au fait qu'elle mérite de voir que les actes ont des conséquences. Les voisins vont arriver d'une minute à l'autre, a supplié Léa. Quoi que tu prépares, ne le fais pas devant tout le monde. Mais c'était trop tard. La famille Bailly traversait déjà la rue avec un plat couvert. Derrière eux arrivaient les Lambert d'à côté, puis la famille Martinez d'un peu plus bas. En l'espace de 20 minutes, mon jardin était plein de voisins, d'amis et de leurs enfants. Gérard est arrivé avec sa femme, Suzanne, en m'adressant un signe de tête complice. Je l'avais mis au courant de la situation, et il m'avait proposé son aide pour tout ce dont j'avais besoin. C'est ce que font les vrais amis. Ils vous soutiennent quand le monde s'écroule. Il y a du monde cette année, a dit Gérard en prenant une bière dans la glacière. Tu es prêt pour ça? Aussi prêt que je ne le serai jamais, ai-je répondu. Léa s'occupait des invités comme une politicienne, des sourires forcés et des rires nerveux partout. Elle ne cessait de me jeter des regards, se demandant probablement quand le couperet allait tomber. Eric ne s'était pas présenté, ce qui était intelligent de sa part. Une fois que tout le monde eut mangé et que les enfants jouaient dans le jardin, je me suis levé et j'ai tapoté ma bouteille de bière avec une fourchette. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? La foule s'est tue, se tournant vers moi. Le visage de Léa est devenu livide.
Je voulais juste vous remercier tous d'être venus ce soir. Comme vous le savez, Léa et moi organisons ce barbecue depuis 5 ans maintenant, et cela a toujours été l'occasion de célébrer notre communauté, nos amitiés et nos familles. Des murmures d'approbation ont parcouru la foule. Madame Bailly s'est écriée « Bravo ». Cette année est un peu spéciale, ai-je continué. Parce que j'ai préparé un petit diaporama de souvenirs de l'année écoulée. Léa a été si occupée par son travail ces derniers temps que j'ai pensé qu'il serait agréable de montrer à tout le monde ce qu'elle a fait. J'ai cliqué sur la télécommande et l'écran du projecteur s'est allumé with a picture of Léa à son agence immobilière. Rien de suspect. La foule a souri et a hoché la tête. La deuxième diapositive montrait Léa lors d'une conférence de travail, toujours innocente. La troisième diapositive était une capture d'écran d'un SMS de Léa à Eric, « J'ai tellement hâte d'être à nouveau avec toi ». La foule est devenue d'un silence de mort. On aurait pu entendre une épingle tomber sur l'herbe. Oups, ai-je dit en passant à la diapositive suivante. Mauvais dossier. Mais je ne l'ai pas changé. La diapositive suivante était encore pire, une photo d'Eric à Léa qui ne laissait aucun doute sur la nature inappropriée de leur relation. Léa s'est jetée vers le projecteur, mais Gérard lui a barré la route. Je pense que les gens veulent voir la suite du spectacle, Léa. La foule a commencé à murmurer. Certaines personnes se sont levées pour mieux voir. Madame Bailly avait la main sur la bouche. Monsieur Lambert secouait la tête avec dégoût. Marc, arrête ça, a hurlé Léa, mais sa voix s'est perdue dans le grondement croissant de la foule. J'ai fait défiler encore quelques diapositives, des reçus d'hôtel, d'autres SMS, et même un enregistrement vocal de Léa disant à Eric à quel point elle avait hâte de commencer une nouvelle vie avec lui. À la fin, la moitié du quartier regardait Léa comme si elle avait une deuxième tête. Eh bien, ai-je dit en éteignant le projecteur. Je suppose que c'est ce que ma femme a fait cette année. Quelqu'un veut du dessert? Léa pleurait de grosses larmes affreuses qui faisaient couler son maquillage. Elle a essayé de courir vers la maison, mais Camille se tenait sur le pas de la porte arrière, les bras croisés, lui barrant la route. « Comment as-tu pu faire ça à papa » a dit Camille assez fort pour que tout le monde l'entende. « Comment as-tu pu nous faire ça ?»« Camille, s'il te plaît » a commencé Léa. « No » a hurlé Camille. « Vous êtes dégoûtants, tous les deux. » C'est alors qu'Eric a choisi de faire sa grande entrée. Il est arrivé en chancelant sur le côté de la maison, n'ayant visiblement pas toute sa tête. Quand il a vu la foule le fixer, il a essayé de reculer, mais c'était trop tard. Gérard l'a attrapé par la chemise et l'a traîné au milieu du jardin. Regardez ce que nous avons là, les amis. L'autre moitié de l'histoire. Une confrontation a éclaté et Eric a fini au sol. La foule devenait hostile. C'étaient des gens de la classe ouvrière qui croyaient au mariage, à la famille et au respect des voisins. Ce que Léa et Eric avaient fait était impardonnable à leurs yeux. « Casse-toi d'ici, espèce de vaurien » a crié Madame Bailly à Eric. « Briseur de ménage » a ajouté Madame Lambert. Eric s'est relevé précipitamment et a couru vers sa voiture, laissant Léa seule au milieu de cette foule hostile. Elle a regardé autour d'elle, désespérée, mais ne trouva aucune sympathie. « Je pense que la fête est finie » ai-je annoncé. « Merci d'être venu, tout le monde. » Alors que les voisins s'en allaient, ils ont veillé à bien faire comprendre à Léa ce qu'ils pensaient d'elle. Une fois le jardin vide, elle s'est assise par terre, sanglotant dans ses mains. « Tu te sens mieux maintenant » m'a-t-elle demandé à travers ses larmes. « En fait, ai-je dit. »« Oui. » Mais je n'avais pas encore fini. Loin de là. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver la place de Léa vide dans le lit. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle était enfin partie, mais je l'ai ensuite entendue dans la cuisine, parlant au téléphone d'une voix basse et désespérée. « Valérie, tu dois m'aider » disait-elle. Marc a perdu la tête. Il m'a humilié devant tout le quartier. Valérie était l'associée et la meilleure amie de Léa, une femme élégamment vêtue, aux cheveux sombres parfaitement coiffés, avec le genre de sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Elle ne m'avait jamais aimé, et le sentiment était réciproque. Je suis descendu discrètement et j'ai écouté depuis le couloir. Nous devons inverser la tendance, continuait Léa. Faire passer Marc pour le méchant. Tu as dit que tu avais un plan. J'attends cette opportunité depuis des années, a répondu la voix de Valérie par le haut-parleur.
Ce type m'a tout coûté quand il a fait licencier mon frère. C'est l'heure de la revanche. Mon sang n'a fait qu'un tour. Le frère de Valérie, Corentin, travaillait dans le garage où j'étais employé avant de lancer mon propre atelier. Il volait des pièces et les revendait sous le manteau. Quand je l'ai surpris et que je l'ai signalé au patron, il a été licencié puis arrêté. Mais je n'avais jamais fait le lien entre lui et Valérie. C'est donc toi qui as planifié ça, a demandé Léa. Depuis 5 ans, a répondu Valérie. Je t'ai poussé vers Eric, en m'assurant que tu finisses par te faire prendre. Je savais que Marc réagirait de manière excessive, et maintenant nous pouvons utiliser cela contre lui. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Toute cette situation, la trahison, l'humiliation, la destruction de mon mariage, tout avait été orchestré par une femme cherchant à se venger d'une faute que son frère s'était lui-même infligée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, a demandé Léa. Nous allons demander une ordonnance d'éloignement, a dit Valérie. Prétendre qu'il t'a menacé, que tu as peur pour ta sécurité. Ensuite, nous lui prendrons tout ce qu'il possède lors du divorce. J'en avais assez entendu. J'ai sorti mon téléphone, j'ai lancé l'enregistrement, puis je suis entré dans la cuisine. Bonjour, mesdames, ai-je dit agréablement. Ne faites pas attention à moi. Je prends juste du café. Léa a presque laissé tomber son téléphone. Marc, je ne savais pas que tu étais réveillé. Oh, je suis réveillé depuis un moment, ai-je dit en me versant une tasse. J'ai entendu une conversation très intéressante. Salut, Valérie. Va au diable, Marc, a grésillé la voix de Valérie sur le haut-parleur. J'y suis déjà, grâce à toi, ai-je répondu. Mais voilà le truc avec l'enfer, il m'a appris de nouveaux tours. J'ai brandi mon téléphone, montrant l'application d'enregistrement. Association de malfaiteurs, fraude, fausses accusations. Je suis sûr que le Conseil de l'Ordre des avocats serait très intéressé d'entendre une avocate conseiller à sa cliente de déposer une fausse demande d'ordonnance d'éloignement. La ligne s'est coupée. Valérie avait raccroché. Léa m'a regardé avec un mélange de peur et de haine. Tu nous as enregistrés. Tout comme tu as orchestré la fin de notre mariage, ai-je dit. Un juste retour des choses. Cet après-midi-là, je me suis rendu au cabinet d'avocat de Valérie. C'était l'un de ces endroits modernes et épurés, avec des parois de verre et des meubles coûteux conçus pour intimider les gens comme moi. Mais je n'étais plus intimidé. La réceptionniste a essayé de me dire que Valérie était occupée, mais je suis passé devant son bureau et je suis entré directement dans le bureau d'angle où Valérie était assise derrière un bureau de la taille d'une petite voiture. Vous ne pouvez pas être ici, a-t-elle dit en tendant la main vers son téléphone. J'appelle la sécurité. Allez-y, ai-je dit en m'installant dans le fauteuil en face de son bureau. Je suis sûr qu'ils adoreraient entendre l'enregistrement que j'ai fait ce matin. Sa main s'est figée au-dessus du téléphone. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous compreniez une chose, ai-je dit en me penchant en avant. Vous avez détruit mon mariage pour vous venger de moi à cause des actes de votre frère. Vous avez manipulé ma femme, brisé ma famille et traumatisé ma fille. Tout cela pour une vengeance. Votre famille était déjà brisée, a-t-elle ricané. J'ai juste donné un coup de pouce. Peut-être, ai-je admis, mais vous en avez fait une affaire personnelle. Et maintenant, je vais vous rendre l'appareil. J'ai sorti un dossier et j'ai étalé son contenu sur son bureau hors de prix, relevé bancaire, déclaration fiscale, dossier de client. Des informations qu'il m'avait fallu 3 jours et plusieurs faveurs pour rassembler. Vous avez prélevé de l'argent sur les comptes séquestres de vos clients, ai-je dit. De petites sommes, rien qui ne se remarque individuellement, mais cela représente environ 50 000 € au cours des 2 dernières années. Son visage a pâli. C'est impossible. Vous bluffez. Vraiment? J'ai pointé une ligne surlignée sur l'un des relevés. Le compte débailli. Vous deviez conserver leur dépôt de garantie immobilière sous séquestre pendant 30 jours. Au lieu de cela, vous l'avez investi dans votre portefeuille d'actions personnelles et l'avez replacé une fois la transaction conclue. C'est un crime, Valérie. Elle a essayé de garder son sang-froid, mais j'ai vu les fissures apparaître. Vous ne pouvez rien prouver. En fait, si. J'ai sorti un autre document. Votre frère Corentin a tout consigné par écrit. Il s'avère que la prison donne beaucoup de temps pour réfléchir à qui a réellement causé les ennuis.
Il a suivi votre petit stratagème, attendant le bon moment pour s'en servir. C'était un mensonge. Corentin était toujours en prison et n'avait aucune idée de ce que faisait sa sœur. Mais Valérie ne le savait pas. Il m'a contacté la semaine dernière, ai-je poursuivi. On dirait qu'il vous reproche de ne pas l'avoir sorti d'affaire à son arrestation. La loyauté familiale a ses limites, je suppose. Les mains de Valérie tremblaient désormais. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous disparaissiez, ai-je dit simplement. Fermez votre cabinet, quittez la ville et ne recontactez plus jamais ma famille. Faites cela, et peut-être que ces documents n'arriveront jamais sur le bureau du procureur de la République. Et si je refuse? J'ai souri, mais sans aucune chaleur. Alors vous découvrirez ce que c'est que de partager une cellule avec quelqu'un qui n'apprécie pas les avocats. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné. Oh, et Valérie, si jamais vous essayez à nouveau de nuire à ma famille, je ne serai pas aussi gentil. 2 jours plus tard, le cabinet de Valérie était fermé. Selon le gérant de l'immeuble, elle avait résilié son bail et avait disparu du jour au lendemain. Léa a essayé de l'appeler pendant des jours, mais le numéro n'était plus attribué. Privée de son marionnettiste, Léa a semblé se dégonfler comme un ballon de baudruche crevé. Elle a emménagé dans la chambre d'amis et a recommencé à parler de thérapie, mais nous savions tous les deux qu'il était trop tard pour cela. Les papiers du divorce sont arrivés un mardi matin. Léa avait trouvé un nouvel avocat, quelqu'un de spécialisé dans les affaires à fort conflit. Elle demandait la moitié de tout, plus une prestation compensatoire et une pension alimentaire pour enfants. Mais j'avais une dernière carte à jouer. Ce soir-là, j'ai appelé Camille dans mon bureau. À 17 ans, elle était assez grande pour comprendre ce qui arrivait à notre famille et pour faire ses propres choix. Ta mère demande le divorce, lui ai-je dit. Elle demande ta garde. Le visage de Camille s'est durci. Je ne veux pas aller avec elle. Tu n'auras peut-être pas le choix, ai-je répondu. À moins que. À moins que quoi? J'ai sorti un document que j'avais préparé. À moins que tu ne sois prête à dire à un juge exactement ce que tu penses des choix de ta mère. Camille a lu rapidement l'attestation écrite, son expression devenant de plus en plus déterminée à chaque page. Quand elle a eu fini, elle a levé les yeux vers moi, avec ce regard qui me rappelait le mien. Où est-ce que je signe, a-t-elle demandé. L'audience pour la garde des enfants était prévue pour le mois suivant, mais elle n'a jamais eu lieu. Quand l'avocat de Léa a vu la déclaration de Camille 17 pages détaillant chaque mensonge, chaque trahison, chaque instant de souffrance causée par sa mère, il a conseillé à Léa de régler l'affaire à l'amiable. Finalement, Léa a obtenu sa liberté et rien d'autre. Pas de prestations compensatoires, pas de maison, pas de garde. Elle a déménagé dans une autre région avec ce qui lui restait d'économie et une réputation qui la suivait partout où elle allait. Eric avait déjà disparu, probablement pour trouver une autre femme mariée dans une autre ville. Quant à moi, j'ai gardé la maison, le garage et ma fille. Et surtout, j'ai gardé mon amour-propre. Parfois, la nuit, je pense encore à la femme que j'ai épousée il y a 20 ans, avant qu'elle ne devienne quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Je me demande si elle pense parfois à ce qu'elle a gâché. Si elle regrette parfois les choix qui ont détruit notre famille. Mais la plupart du temps, je ne pense pas du tout à elle, car certaines choses, une fois brisées, ne méritent pas d'être réparées.